Salut Mehdi, un tout grand merci de m'accorder de ton temps. Je vais plonger directement dans le vif du sujet. Tu as le combat le plus important de ta carrière qui arrive d'ici quelques semaines. Tu combats pour la ceinture de l'Ares, une ceinture que tu vas challenger à Peña, qui a fait deux performances assez impressionnantes dernièrement. J'imagine que tu les as regardées. J'aimerais avoir ton ressenti sur ce que tu pensais pendant les combats, parce que j'imagine que tu les as regardés avec un œil très attentif. Salut Chris. Écoute, ouais, c'est vraiment le combat le plus important de ma carrière. Euh, Néanmoins, j'ai regardé ces combats et tu t'imagines bien que depuis que je sais que je vais l'affronter, j'ai regardé et encore regardé et encore regardé et analysé ces combats. Donc, en première impression, quand j'ai vu ça en direct sur le moment, je me suis dit qu'il y avait quand même une porte. Il y avait une porte. Il y avait des opportunités à saisir contre lui et il y avait une possibilité de gagner contre Demarque Pena directement. J'imagine bien que quand tu acceptes un combat, forcément, tu vois des opportunités. C'est un sujet qui est intéressant parce que nous, on le faisait chez les Red Kings. À partir de quel pourcentage de chance tu acceptes un combat? Est-ce que pour toi, tu dois avoir minimum 50% de chance de gagner selon toi au moment de la signature du contrat et tu essaies de maximiser vers les 70% avec ton training camp ou tu acceptes plus facilement, même en étant underdog selon ton analyse? Euh, je suis arrivé à un point de ma carrière où déjà je vais accepter, où je vais en tout cas me challenger et essayer de rencontrer des personnes qui sont mieux classées que moi, en tout cas sur Fight Matrix. Mhm. Voilà, je fais pas les choses non plus complètement sans réfléchir. J'ai des coachs que je conserve. Je vois avec eux les possibilités. Est-ce que j'ai des chances quand même de victoire? Mais voilà, moi, en tant que combattant, personnellement, j'aime accepter les défis et j'ai assez confiance en moi, j'ai assez confiance en mes capacités. Du coup, je fais pas spécialement d'analyse sur un pourcentage. C'est plus au feeling. Je vois est-ce que j'ai une opportunité de gagner. C'est du feeling. C'est est-ce que je le sens ou je le sens pas. Alors ici, je vais rentrer un peu dans le détail. Toi, ce sera ton septième combat professionnel. Demarque Peña, ce sera son officiellement 15e, officieusement 17e parce qu'il a eu deux no contest, donc il a 17 combats d'expérience. Il a, il a plus de terrain que toi. Selon toi, quelles sont les clés importantes dans un combat où il y a une grosse différence d'expérience entre les deux athlètes? Je pense que, de mon point de vue, je pense que déjà faut se dire que ça reste un être humain, hein, bien sûr. Faut rendre humain le personnage, se dire que voilà, il a de l'expérience, mais faut que chaque combat est différent. Mhm. Et ensuite, je pense que faut avoir confiance en ses capacités, avoir un training camp qui soit carré pour que il y ait pas de surprise le jour J, que rien ne soit laissé au hasard. Et ensuite, voilà, après, tout est une question de ressenti dans la cage, de comment évolue le combat et d'avoir confiance en son entourage et en soi. C'est tout. C'est juste une question de confiance en soi. C'est ouais, effectivement, la confiance en soi est non négligeable en MMA. Je pense que si tu rentres dans la cage sans cette confiance, tu perds d'avance. J'ai vu une interview de toi où tu disais que au moment de ton entrée dans la cage, tu as pas vraiment de stress. Tu es quelqu'un qui est en train de kiffer le moment. Est-ce que selon toi, l'absence de stress est un atout quand tu rentres dans une cage? Je sais pas si c'est un atout, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose. Le MMA, c'est une chose que je veux faire depuis tout jeune. Je regardais depuis le plus jeune âge, je regardais le Pride avec Vanderlei Silva, Tito Ortiz, toutes ces légendes. Et pour moi, c'est déjà un rêve. J'ai fait mes premiers pas. Bah, j'ai failli faire mes premiers pas chez toi, en amateur. Ah oui, c'est vrai, En exact, amateur. exact, exact. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et peu de temps après, j'ai eu l'occasion d'aller au Cage Warrior. Enfin voilà, Mhm. comment je peux pas kiffer ce qui se passe? Là, je suis dans une des meilleures organisations d'Europe. Je suis à Arès. C'est une belle organisation et je vais combattre pour la ceinture. Faut juste que je kiffe en fait. C'est vrai qu'on a une petite histoire, toi et moi, parce que tu devais combattre chez moi en amateur au 360 sélection. Mais en plus de ça, tu as fait tes débuts pro au Cage Warriors et j'étais là-bas avec Brian, si je dis pas de Exactement. bêtises. Tu nous avais sorti une très belle victoire par clé de bras, relativement expéditive. D'ailleurs, on va parler de ça. Tu n'as que des finishes.
tu n'as pas encore connu un combat qui a duré les 15 minutes et ici tu rentres dans un combat qui va durer 25 minutes. Comment est-ce que tu te prépares pour t'assurer d'être performant sur 25 minutes, au cas où ça devrait aller jusque-là, en sachant que tu n'as jamais réellement, ouais, j'imagine que tu as connu ça à l'entraînement, on va justement en parler, mais tu n'as jamais connu ça dans un vrai combat. Comment est-ce que tu as structuré ton training camp pour, voilà, pour l'éventualité où ça dépasse le troisième round? Bon, déjà, faut savoir que, voilà, encore une fois, je suis très bien entouré, j'ai confiance en mon coin, mes coachs. Je suis suivi par Nicolas Haute, et là, j'ai la chance Mhm, d'avoir aussi Zach avec moi, qui était aussi quelqu'un proche de Nicolas Haute, mais qui ont une bonne corrélation. Et du coup, j'ai la chance d'avoir Zach à côté de moi. Du coup, ça me permet d'avoir la prépa physique la plus dure de ma vie pour être prêt pour le 11 mai. Du coup, je serai prêt le 11 mai. J'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en mes gars. Je vais être prêt le 11 mai. Je serai prêt à aller au 5x5. Cependant, comme tu l'as dit, j'ai que des finishes et mon but, c'est pas d'aller au 5x5 avec Penat, très clairement. mhm. D'ailleurs, sa seule défaite, c'est sur un finish assez tôt dans le combat, face à Taylor Lapillus. Je sais que tu as beaucoup de respect pour lui parce qu'on en avait discuté une fois après un Arès. Est-ce que toi, tu as envie d'un peu matcher la performance impressionnante de Taylor Lapillus? Est-ce que ça te ferait d'autant plus vibrer de pouvoir finaliser ça relativement tôt? Il y a plusieurs points sur ce fight qui me donnent envie de finir plus relativement tôt. Il y a Taylor, ça c'est sûr. Et il y a l'organisation Ares qui te pousse à faire du spectacle avec ses bonus, etc. Et, de- et moi-même, ma perception du MMA, je suis pas quelqu'un qui veut gagner à la décision. Je veux gagner au finish. Mhm. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça très intéressant justement parce que moi j'avais eu cette idée. Donc je vais juste rebondir sur le point de vue organisationnel de l'ARES. C'est vrai que la plupart des promotions de MMA, ils te donnent une prime et une prime de victoire. Moi je trouve ça un peu illogique parce qu'en soi, quand tu combats en MMA, tu as envie de gagner. T'as pas besoin d'une prime pour te motiver à gagner. En revanche, la prime de finalisation ou la prime du combattant le plus agressif de la soirée, je trouve ça intéressant parce que tu peux gagner à la décision. Et c'est souvent le chemin que beaucoup d'athlètes prennent en disant victoire avant la performance, ce que je conçois à 2000%, évidemment, c'est ce qui est le plus important. Mais j'aime bien quand on pousse à la grosse performance. Est-ce que toi, le fait d'être dans une... tu as déjà plus ou moins répondu, mais ça te donne un réel élément supplémentaire pour chercher le finish? Ah, mais carrément, la prime à la performance, c'est carrément un boost de motivation. On est déjà pendant la Fight Week, quand on est dans la salle, quand on est avec Fernand Lopez, il nous fait un discours où il nous dit d'aller chercher cette performance, si on veut des sous, si on veut toutes ces choses-là. Du coup, c'est très clairement un boost. Et moi, personnellement, ça me rappelle un peu l'époque du Pride avec les cartons jaunes et les cartons rouges. Et du coup, je vois un peu ça comme ça. J'ai gardé cette mentalité de vouloir finir et de donner du Ah, ben spectacle. c'est cool parce que du coup, tu fais un peu le lien avec ce qui t'a poussé vers le MMA. Donc, tu as ce lien avec le Pride de l'époque. Je vais rebondir sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure par rapport à la prépa physique. Tu disais que tu avais Zach à tes côtés. Si j'ai bien compris, tu es parti vivre à Abu Dhabi. Quand tu dis que tu as Zach à tes côtés, c'est quelqu'un qui est sur place avec toi. Et du coup, tu as Nicolas Hoth aussi en contact à distance pour tout ce qui est préparation. Comment est-ce que, comment est-ce que tu gères justement le fait d'avoir quitté ton camp et ta routine qui était en France? Tu as déménagé à Abu Dhabi. Qu'est-ce que le changement t'apporte? Moi, en tout cas, j'ai vu une grosse progression sur ton dernier combat, donc je pense que ça t'a notamment apporté du positif. Et si j'ai bien compris, ce que j'avais regardé une partie de ton interview avec Nicolas justement, où tu dis que tu as gardé des éléments de la France pour tout ce qui est envoi de vidéos, conseils et tout ce qui s'ensuit. Et puis j'imagine que bah, tu t'es aussi bien entouré à Abu Dhabi. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce déménagement, sur ce changement de routine? Quels sont les points positifs, peut-être les points moins positifs sur lesquels il faut travailler? Bon, déjà pour mon déménagement à Abu Dhabi, c'est tout simplement une opportunité qu'a eu ma femme d'embauche ici. Elle m'a tout simplement demandé si moi j'étais partant pour déménager aux Émirats et voilà, je lui ai dit bien sûr on y va, let's go. Vivons cette expérience. Du coup, voilà, je savais que là-bas il y avait quelques clubs de MMA, notamment le club où il y a Mounir Lazzez, un combattant UFC.
Ouais, le sniper. exactement, qui est là-bas. Donc, du coup, j'ai pu prendre contact avec lui via Shaban Chebedra. Mhm. Dans un même temps, j'ai rencontré Jaurès ici, Jaurès D, j'étais dans son coin il y a pas longtemps, il y a un mois et demi, pour remporter la ceinture de l'UAE Warrior Africa. Ouais. Donc voilà, c'est un grand partenaire d'entraînement ici. C'est quelqu'un avec qui je fais beaucoup de sparring, avec qui je m'entraîne pas mal. Après, concernant les points négatifs, c'est que voilà, j'ai plus ma team, j'ai plus le Tanginit Gang, Ryan et Tahar, ils sont plus là. J'ai plus Jean, j'ai plus Chaban à côté de moi, toutes ces personnes qui me permettent d'évoluer et d'avoir directement une vision sur l'entraînement en direct. Cependant, j'ai la chance depuis longtemps, depuis peut-être 10-15 ans maintenant, de m'entraîner avec des très petits groupes et d'apprendre et pas de seulement apprendre par le biais d'un enseignement extérieur, mais aussi d'apprendre par moi-même. Du coup, c'est ce qui me permet de progresser. Bah, tu as vu notamment mes dernières sorties, j'ai énormément progressé en striking. Donc Mhm. voilà, je suis quelqu'un qui croit énormément à la répétition, au drill. Je travaille énormément ça, je travaille énormément ma vision au niveau du game plan, comment un combat doit se dérouler. Et pour l'instant, ça se passe bien. Les points positifs, c'est que j'arrive à m'entraîner seul. Les points négatifs, c'est que j'ai pas une présence qui me permet de dire, OK, mais dis là, il va falloir axer sur ça. Ou là, t'es feignant sur ça, mais il faut plutôt qu'on axe sur ça, c'est ta grosse faiblesse. Donc voilà, je dirais que c'est ça, les côtés positifs et négatifs. J'ai envie de rebondir sur quelque chose parce que dans ce genre d'interview, j'aime bien que l'audience puisse apprendre à te connaître, mais aussi apprendre des concepts ou des façons de fonctionner autour du MMA. Ici, tu parlais de filmer tes sparring, on peut analyser tout ça toi-même. Il y a pas mal de gens qui le disent, moi y compris. J'ai écouté aussi un podcast avec Cory Sandhagen qui est devenu coach récemment. Il disait que quand il a pris le rôle de coach, en cours de carrière, ça lui a permis de vraiment évoluer lui-même en tant que combattant. Alors toi, tu n'as pas pris le rôle de coach, mais si j'ai bien compris, tu filmes tes sparring, tu les analyses toi-même avant de les envoyer à ton équipe ici en France. Est-ce que le fait d'observer tes sparring te permet de voir certaines choses, de pouvoir travailler sur certains points? Parce que de mon expérience personnelle, quand je me filme en sparring, je je suis toujours à côté de la plaque. Quand j'ai un sentiment, de temps en temps, je me dis, ouais, j'ai fait un sparring pourri. Et en fait, quand je regarde, je dis, oh, ben ça va. Et puis de temps en temps, je suis là, je fais, ouais, j'ai géré le sparring. Et puis je regarde, je fais, oh, techniquement, c'est la galère. Est-ce que tu as eu ce même principe en filmant tes sparring d'avoir une discordance avec la réalité? Et est-ce que ça te permet justement de voir certaines choses pour progresser de manière plus optimale? Euh, D'avoir une vision complètement différente de ce que j'ai donné pendant le sparring, je dirais que non. Cependant, Mhm, je suis extrêmement critique sur ce que je fais et extrêmement minutieux. Ça veut dire que ça peut être sur un simple déplacement, je peux me dire non, ça c'est pas bon. Sur un simple contrôle de bras enfin vraiment, j'essaie d'être minutieux sur le maximum de choses, d'être vraiment très critique. Mais c'est un très très bon sport. Visualiser ses performances, se filmer et apprendre à amener une technique, à savoir ce qui est mauvais, ce qui est bon, les bons choix, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important. D'ailleurs, ma routine d'entraînement, c'est 80% tout seul. Je fais 20% avec mhm. quelqu'un et le reste, c'est vraiment tout seul, je suis tout seul. Je répète mes techniques, j'imagine, je répète certaines positions, que ce soit de vraiment... Le sol, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même avoir la sensation du poids, etc. Mais je fais vraiment beaucoup ce travail de vision déjà, de visualisation. Ok. Je trouve ça crucial sur deux niveaux, moi, de regarder des sparring, parce que d'un côté, ça permet de voir ce à quoi tu ressembles et c'est plus facile d'élaborer tes forces et tes faiblesses avec un œil extérieur couplé à tes sensations pendant le sparring, mais ça te permet aussi d'avoir un peu cet œil analyste. Et quand tu arrives à ton niveau, je pense que tu n'as pas le choix, tu dois faire des stratégies par rapport au profil que tu rencontres. Et le fait d'analyser tous les jours tes sparring, ça te donne aussi une facilité de pouvoir savoir quoi regarder quand tu observes un combat ou un sparring. Et donc là, j'imagine que pour Peña, ben forcément, tu viens avec un game plan. Est-ce que
l'élaboration de la stratégie pour Peña est plus facile, selon toi, maintenant que tu observes tes propres sparring, par rapport peut-être à des game plans que tu as dû faire dans le passé, à une époque où tu regardais moins ce que tu faisais? Très clairement, c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, j'ai évolué sur mon striking. Du coup, les possibilités de game plan sont plus nombreuses, de Mhm. stratégie. Donc, c'est aussi plus facile parce que lors de mes premières analyses, etc., quand j'ai un feedback avec mes coachs, on a directement la même vision. Et du coup, j'arrive à voir ce que je dois faire. Comme je suis seul ici, ce qui est bien, c'est que je sais ce que je dois faire en sparring sans avoir un œil extérieur. Ouais. Je sais me positionner, je sais vers où aller, je sais structurer mes entraînements, etc. tout seul. Ça, c'est vraiment un plus. Ah, t'as ce côté autonome et prise de responsabilité aussi sur ta carrière, ce que moi je revendique systématiquement. J'aime pas, et je le dis noir, enfin c'est très rare que je suis noir ou blanc, je suis plutôt dans le gris, mais moi j'aime pas les combattants qui mettent tout dans les mains du coach et qui considèrent leur coach comme un gourou. Selon moi, ça fonctionne pas, ou en tout cas ça fonctionne plus aujourd'hui en 2023. Alors j'ai une toute dernière question. Tu es à Abu Dhabi, il y a que 2 heures de décalage avec la France. À quel moment est-ce que toi tu reviens en France? Ça, c'est ma première question, pour t'acclimater. Enfin, bon, c'est un grand mot, s'acclimater, mais voilà. On sait que le MMA, surtout dans des combats si importants, ça se joue sur certains détails. Et qui sera dans ton coin? Est-ce que tu gardes ton coin français, ou est-ce que tu importes quelqu'un avec qui tu t'entraînes là-bas? Ou tu fais un mix des deux? Donc déjà pour ce combat, j'arrive la semaine prochaine en France. Voilà, je veux Mhm. finir mon camp en France. Je veux avoir mes sparring. Comme je t'ai dit, je veux que il y ait Ryan et Tar qui soient avec moi là pour sparer un peu tous les jours. Je veux vraiment prendre beaucoup de sensations sur les derniers jours. Je sais que c'est des personnes qui me blesseront pas, qui me préserveront et où je vais pouvoir envoyer de l'intensité et du volume. Donc là, j'ai Mhm. besoin pour ce combat qui est assez important d'avoir cette confiance aux personnes qui m'entourent et avec qui je vais m'entraîner. J'ai besoin d'être près de mes coachs. Donc mes coachs vont être Nicolas Hoth, Jean Indoy et Chaban. Chaban. Très bon Voilà. coin. Très très bon coin. Voilà. Et la quatrième personne, ça sera comme un grand frère pour moi, ce sera mon cousin, ça sera le soutien moral et Émotionnel. exactement. Ah bah, il en faut. C'est pas mal de pouvoir construire un coin avec 4 personnes et 4 profils un peu différents quand même, pour avoir de l'aide dans toutes les circonstances du combat. Ok, bah écoute, un tout grand merci pour ton temps, Mehdi. C'était extrêmement chouette de pouvoir t'interviewer et te donner cette plateforme pour t'exprimer. Si tu as un mot de la fin, je te le laisse. Si tu considères qu'on a fait le tour, on se quitte ici. Bah, merci Chris pour cette interview. Et bah, tout simplement, rendez-vous le 11 mai. Je vous promets du spectacle, je vous promets des grandes choses et je vais tout donner pour ramener la ceinture alors, en France, à la maison. J'ai extrêmement hâte de voir ce combat. Merci Merci. à toi.